Hola YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour aller visiter un nouveau lieu insolite, une chapelle solitaire perdue au milieu de la forêt, la chapelle de Fraisse. C'était à l'époque une habitation agricole. Il y avait la maison, la grange, l'église et le cimetière. Les soubassements de l'habitation attenante sont d'ailleurs encore visibles. Mais bien avant tout cela, on pense que le site était déjà habité au néolithique, car une pierre à cupule ou encore un mégalithe christianisé par la suite laisse penser que l'endroit était un lieu de culte celtique. Et c'est ce que nous allons aller découvrir aujourd'hui. Bon, ça fait une bonne demi-heure que je marche sur un gros chemin et là je pénètre enfin dans la forêt. Et à peine on rentre, hop, première ruine, direct. Donc c'était une maison. On voit que là il y a le terrain avec le muret tout le long. C'est rempli d'orties, donc je vais pas y aller, hein. Et là on a le mur principal de la maison, avec la porte juste en bas, on dirait. Ouais. Il reste que le mur de devant du coup. Et il n'y aura pas de chemin pour descendre par contre. Mais bon, il n'y a pas grand chose à voir de toute façon. Oula, ça a l'air de bien grimper. Il y a un pylône électrique là, mais il doit être abandonné, ça doit pas être actif, il n'y a rien aux alentours. Ouais, les branchements d'en bas ils sont coupés, mais en haut pourtant il y a un câble. C'est bizarre. Il n'y a pas de câble qui part de l'autre côté. J'y connais rien du tout en électricité, mais à mon avis, il est plus fonctionnel. Ah. Regardez, on voit un autre mur là derrière. Il doit y avoir une deuxième maison. Donc on a un mur ici, un bout de mur du moins. Il y en a un là. Il y a un tout petit morceau derrière. Ouais, c'est des habitations qui habitaient en bas de la chapelle, parce que du coup, donc là on monte tout là-haut, pour trouver notre chapelle solitaire. Allez, on continue.
Ça y est, on y arrive. Je la vois à travers les arbres là-bas. Eh ben, ça montait et ça montait. La voilà. Elle est encore bien conservée quand même. Alors là, le dilemme, c'est est-ce qu'on fait l'intérieur ou l'extérieur en premier? Alors, on va faire le tour. On va se garder le meilleur pour la fin, je pense. Donc, je suis tombé sur un site d'archives qui parlait un peu de la chapelle. Donc là, normalement, devant, à partir du muret, c'est l'ancien cimetière. Donc, il y aurait des corps là sous terre, donc c'est quand même assez malsain. Et ça aurait dépassé un peu dans le jardin où je suis actuellement. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui viennent se poser un peu ici. Il y a eu un feu. Donc là, on a l'église. C'est vrai que je l'appelle chapelle, mais selon les sites, c'est chapelle ou église. Donc, je sais pas vraiment. On va l'appeler la chapelle. Là, je vois qu'il y a une entrée qui mène sur le toit, on dirait. On ira voir ça à la fin, si c'est accessible. Donc là, on a une deuxième entrée de la chapelle. Là, on est du coup dans la maison qui était attenante à la chapelle. On peut voir que c'était grand quand même. Les murs vont assez loin. Petite fenêtre involontaire, faite par la nature, je sais pas. Escalier, on dirait, parce que normalement, donc derrière ce mur, il y a la basse-cour et il y avait deux anciennes tours qui étaient positionnées ici, mais il reste que très peu de vestiges. J'ai vu des petits murets en montant tout à l'heure avant d'arriver. Je pense que c'était ça, mais il n'y avait vraiment pas grand chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas filmé. La maison est quand même vachement haute. Une porte. Voilà, normalement ici, là, c'était la basse-cour. Après, il ne reste pas grand chose, j'ai l'impression. Après, vous me direz, si c'était une basse-cour, il n'y avait pas forcément de mur ou de choses comme ça. Là, on est à l'arrière de la chapelle. Ouais, du gros lierre qui s'est installé sur le mur là. Ah, celle-là, je la reconnais. Là, vous voyez, ça fait une croix qui attaque ici, qui monte. Hop, et là, on a le symbole de croix en entier. Et ça, donc, c'était la pierre. Donc, c'était un mégalithe de base. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui prouverait que les Celtes étaient installés ici. Mais ensuite, donc c'est devenu la pierre de Saint-Michel et on y amenait les enfants qui tardaient à marcher, on posait leur tête dans le creux et selon la bénédiction de Saint-Michel, et ben, l'enfant marchait pas longtemps après. Et énormément de monde venait juste pour ça, justement. La chapelle était connue pour cette pierre. En tout cas, les murs sont intacts. Elle est vraiment super bien préservée. Donc là, sur le côté aussi, le chemin sur lequel je marche faisait partie du cimetière.
sur certains plans d'archives, on pouvait voir qu'il y avait des petites croix dessinées sur le côté, donc je pense que certaines tombes ont été mises ici, le long de l'allée de la chapelle. Ah, cette pierre aussi, c'est peut-être en rapport, parce que sur le site des archives, il y avait beaucoup de témoignages qui parlaient de la chapelle avant, quand elle était encore active. Et une femme parlait d'une pierre qui était normalement plus bas dans le chemin. Donc j'ai cherché justement, et je l'ai vu à aucun moment, qui servait à poser les cercueils. Parce que pour monter jusqu'ici avec les cercueils, il fallait forcément faire une pause. Là, on serait dans le cimetière. Wow. Bon, il devait quand même se serrer, je pense, pour faire des messes ici. Et c'est impressionnant. Toute voûtée. La deuxième entrée qu'on a vue tout à l'heure. On a deux fenêtres. Avec une belle vue sur la vallée. Là, on peut voir que c'est tout en pavé ici. D'un seul coup, ça s'arrête. Donc, on peut voir qu'il y a des pierres qui traînent un peu partout. C'est parce qu'à la Révolution, les archives de mai 1794 expliquent qu'à cette date, tous les objets de culte de la chapelle ont disparu. On ne sait pas s'ils ont été dérobés par des révolutionnaires durant la vague anti-cléricale, ou si au contraire, ils ont été cachés par les habitants pour les protéger. Mais plus tard, bien plus tard, donc même à notre époque, tout le monde cherchait un trésor dans la chapelle. Le moindre petit trou de renard était exploré. Le sol de la chapelle a été dévasté, justement. C'est ce qu'on voit là. Mais les moines ont abandonné le monastère du Fraisse au milieu du XVIIe siècle et ils ont emporté avec eux, à la maison mère du monastère, tous les objets les plus précieux. Le reste n'était que de la ferraille que récupérèrent justement les révolutionnaires. Donc après, elle a malheureusement subi beaucoup de dégâts, mais elle a été retapée par la suite par un moine justement du coin qui a beaucoup pris soin de cette chapelle. À l'époque, il y avait même un arbre qui poussait ici et qui était en train d'arracher toute la toiture. Et ça lui a tenu à cœur de détruire cet arbre et de retaper la toiture pour que la chapelle tienne à nouveau debout, parce qu'elle allait totalement s'effondrer. En tout cas, pour les habitants de Fraisse, elle a été très importante. Et le style architectural, il permet de dater la construction de la chapelle au XIIe siècle. Elle a été érigée par les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ces derniers sont en effet arrivés dans le Velay vers le milieu du XIIe siècle, et la commanderie du Fraisse a été utilisée par les hospitaliers comme domaine agricole. Et ils y ont habité le domaine jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait une basse-cour attenante. Le 11 juillet 1273, le grand prieuré d'Auvergne, le commandeur du Puy et un mandataire spécial du grand maître de l'ordre proposent d'échanger la maison et la grange de Fraisse contre le prieuré des Échelles en Savoie. En effet, depuis 1260, l'ordre possède déjà le château en tant que commanderie, mais également les mandements des Échelles. Donc de ce fait, le domaine de Fraisse deviendra un prieuré bénédictin qui officiera jusqu'à la Révolution pour faire des baptêmes et des enterrements. Bon, on a fait le tour, mais j'ai bien envie de monter là-haut, moi.
Allez, je vais essayer. Ça y est, on est sur le toit. Qu'il est autant voûté qu'à l'intérieur, hein, normal. Wow. Si les moines ne venaient pas boire le café ici, je comprends pas. Un cri lugubre au clair de lune, une plainte sinistre amplifiée par l'écho des gorges et des empreintes énormes trouvées vers le cimetière de Beau. C'est ainsi qu'en hiver 1959, les villageois d'Amavis à Fraisse rentraient dans l'inquiétude. On parlait de la bête du Gévaudan. Alors, les journalistes s'en mêlèrent et la radio envoya ses reporters. Une battue fut organisée, 80 chasseurs explorèrent la forêt, mais en vain. Alors, l'Éveil publia un scoop en première page, la bête enfin identifiée. Elle s'appelait le Ramélicus et ressemblait au monstre du Loch Ness. Et ils ont sorti ça un 1er avril. Je vous mets la première page. Le mystère n'a jamais été résolu, mais les gens parlaient soit d'un oiseau qui est dans le coin, le butor, ou alors d'autres affirmaient que les bûcherons de l'époque étaient très farceurs. La vérité n'a jamais été trouvée. Pas trop marcher sur la voûte, on sait jamais. Devant le clocher, là, ça me fait penser, dans les témoignages sur le site des archives, une femme racontait que sa tante lui avait toujours assuré qu'il y avait une cloche enterrée sur le terrain. Et qu'elle l'affirmait car à l'époque, le haut dépassait justement de la terre. Donc qui sait, peut-être qu'une cloche est quelque part ici, ensevelie. Allez, faut redescendre.
Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé découvrir cette chapelle complètement perdue à près de 45 minutes à pied du premier village et découvrir son histoire et son rapport avec l'ordre. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup attiré ici. En attendant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous dis hasta luego.